bienvenue à tous parmi nous. On est super content d'organiser cette conférence Chemero qui va durer et donc qui est sur le thème de comment les communautés peuvent changer en profondeur l'organisation de nos parcours de sang. Et pour ça, du coup, on a des super orateurs que je remercie encore grandement pour leur présence aujourd'hui. Je vais me présenter. Je suis Stéphanie Lagnier, la fondatrice de Mérédith Santé, qui est une plateforme où justement se réunissent des communautés de professionnels de santé dans le but d'améliorer les pratiques, mais aussi de favoriser la collaboration entre professionnels de santé de manière pluridisciplinaire sur un territoire donné, et notamment entre la ville et l'hôpital. Je vais laisser chacun des orateurs se présenter avant de débuter le programme qu'on a prévu. Pour vous donner donc du coup un aperçu, le but, en fait, on est parti en créant cette conférence dans un objectif de vous donner un maximum de valeur. On sait dans le monde de la santé que le thème des communautés a commencé à devenir un peu plus connu, notamment à travers la création des CPTS il y a quelques années, qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Mais du coup, globalement, on a fait appel à Noémie Kempf, pardon, qui est une experte dans justement la création des communautés et le pourquoi des communautés, et qui du coup va nous donner quelques premières notions début sur donc des définitions concrètes, mais aussi des exemples de communautés inspirantes dans d'autres secteurs d'activité. Et puis, on va laisser la main après au docteur Morel sur les fondements des communautés de pratique en santé. Et puis ensuite, on parlera de pourquoi animer une communauté. Et on a voulu aussi vous donner vraiment des exemples concrets. Donc, le docteur Morel vous parlera des cas des CPTS et comment les communautés, justement, changent la donne. Et ensuite, Christelle Galvez, qui a créé un super projet, la première communauté de pratique en cancérologie en France. Et donc, du coup, qui nous en parlera également. Et puis, moi, je ne suis normalement que la modératrice, mais je vous donnerai quand même quelques clés, puisque du coup, on héberge beaucoup de communautés sur Mérédith Santé. Et pour terminer cette conférence, je vous donnerai les clés d'animation pour une communauté, notamment de professionnels de santé. Bonjour tout le monde, ravie d'être avec vous, et honorée de pouvoir partager aussi mon expérience avec vous. Donc, je suis Christelle Gavas, je suis directrice des soins dans un centre de lutte contre le cancer à Lyon qui s'appelle Léon Béra. Et depuis 2-3 ans, je travaille sur justement l'idée de développer et créer et mettre en place une communauté de pratique en cancérologie. Donc, au plaisir de le partager avec vous. Prends la parole. Bonjour à tous, je suis Jean-François Morel, je suis médecin généraliste dans un tout petit village de 1500 habitants dans le Maine-et-Loire, dans les Pays de la Loire. Tombé dedans quand j'étais petit, puisque quasiment dès le départ de mon installation, on a lancé l'idée d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Et puis, comme on dit par chez moi, de mine, j'en suis arrivé à ce poste de vice-président de la Fédération nationale des CPTS, par un parcours dont je vous éviterai tous les détails. Merci. Du coup, j'enchaîne. Belle présentation bien succincte. Je vais essayer de faire la même. Noémie Kempf, je suis du coup la cofondatrice de Communo, qui est la première école francophone du community building, donc vraiment l'art de la création et de l'animation de communautés, de marques, de pratiques, de collaborateurs, de partenaires. Et je suis également l'autrice, en effet, du livre Le pouvoir des communautés, qui est sorti aux éditions Erol à la fin de l'année dernière et qui parle justement, que Christelle a dans les mains, génial, très flatteur, qui parle justement des leviers et des rouages nécessaires à comprendre pour créer et faire vivre des communautés engagées et vivantes. Eh ben écoute, je te laisse débuter du coup donc sur la première notion. Donc voilà, qu'est-ce que c'est concrètement une communauté, et si tu as des exemples de communautés inspirantes à nous partager. Carrément. Du coup, c'est vrai que c'est super important de définir cette notion parce qu'aujourd'hui, elle souffre d'une grande mécompréhension, notamment dans l'univers du business. C'est un terme qui a pris des ampleurs assez drastiques au point de devenir un véritable buzzword et
Aujourd'hui, toutes les entreprises se targuent d'avoir des communautés, tous les créateurs se targuent d'avoir des communautés. Il faut absolument avoir une communauté pour réussir un projet. En tout cas, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Mais la réalité est tout autre et on va en parler aujourd'hui. Mais pour reprendre du coup ces fondements, concrètement, une communauté, qu'est-ce que c'est? Nous, chez Communaux, on l'a défini comme un groupe de personnes qui sont fédérées par une marque ou une association ou une personne, une entité globalement, qui sont fédérées par cette entité autour d'un objectif, d'un enjeu, d'un désir, d'un besoin, d'une problématique, d'un intérêt, d'une cause qui leur est commune. Et du coup, cette entité les fédère et leur donne la possibilité d'interagir, de créer de la valeur, de co-créer, de partager, de se rencontrer, etc., etc. Donc, c'est vraiment finalement la version moderne d'un réseau qui s'exprime à travers pas mal de formats, d'outils, de plateformes, que ce soit du digital, du présentiel, etc., etc. Et du coup, je terminerai sur la clarification entre deux termes parce que souvent, on me pose la question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à faire l'amalgame entre audience et communauté. Et du coup, c'est deux choses assez différentes. La plupart des entreprises, des projets, des entrepreneurs ont aujourd'hui ce qu'on appelle des audiences, c'est-à-dire des personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, qui consomment ou qui interagissent avec leur contenu, avec leur prise de parole, mais qui n'ont pas la capacité d'interagir les unes avec les autres, de collaborer, de co-créer et donc finalement de produire une forme d'intelligence collective. Et la communauté, c'est vraiment ça. C'est l'étape suivante, finalement. C'est le passage d'individus qui étaient jusque-là dans une relation silotée avec une marque ou un projet ou une association, dans un environnement dans lequel elles peuvent interagir, co-construire, co-créer et s'impliquer de plus en plus. Merci beaucoup pour cette définition. Et est-ce que tu as des exemples de communautés justement inspirantes à nous partager? Carrément, il y en a énormément. Du coup, dans l'univers de la santé, par exemple, nous, on aime bien mentionner la communauté Doctolib, qui est assez intéressante, parce que j'ai oublié de le dire dans la définition, mais souvent une communauté, en tout cas, telles que nous, on les pousse, on les développe et on les construit. Elles sont là pour répondre à un besoin, une envie des personnes qui la constituent, mais aussi pour servir à l'objectif de l'initiateur ou l'initiatrice du projet, donc de la marque, de l'entité, de l'association. Et du coup, par exemple, Doctolib a créé une communauté donc fermée, privée, de médecins qui sont sollicités de manière extrêmement fréquente et qui sont vraiment impliqués de manière très proactive dans le développement de la roadmap produit. Donc finalement, cette communauté de marques, entre guillemets, de médecins, est adossée à l'équipe produit en interne de Doctolib, qui s'appuie sur ses retours et des boucles de feedback continu pour améliorer ses services et ses offres en continu. Et la contrepartie pour les médecins, c'est que du coup, ils ont un lien de proximité, un lien privilégié, pardon, avec les équipes et l'accès, bien évidemment, à des ressources ou des opportunités que les autres n'ont pas forcément. C'est donc une relation donnant-donnant. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité qui s'appuient sur la communauté pour des objectifs assez variés. Par exemple, je cite aussi dans le livre Blablacar, donc la société de covoiturage que tout le monde connaît, qui a une communauté de grands fans qui sont des ambassadeurs qui donnent de leur temps gratuitement pour répondre aux questions sur le forum de Blablacar des utilisateurs qui ne savent pas comment utiliser l'outil, comment réserver un trajet en covoiturage, etc., etc. Et donc, c'est vraiment de l'attachement profond à la marque et à ce qu'elle véhicule, qui a été canalisé par Blablacar sous la forme de la communauté qui s'appelle maintenant Blabla Help, avec les Blabla Helpers, qui sont tellement à fond que au sein de la communauté, leur rôle, c'est de prendre la main des nouveaux utilisateurs et de les amener à graduellement s'approprier le covoiturage. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que la notion de communauté, là où elle prend toute son ampleur, c'est dans le fait justement que les membres sont tout aussi présents, participants que la marque ou l'entreprise ou l'association qui a l'initiateur de ça, et que la communauté du coup est plus là aussi pour servir les membres Tout à euh, fait. et Ah oui, tu as raison. que Je me permets du coup de rebondir sur ce que tu dis complètement. La communauté est autant au service de ses membres que
les membres sont un peu au service de la marque de certaines manières ou du projet. Et ce qui est super important aussi, c'est de se dire que à la différence de la communication qui est très top-down, j'ai des messages, je les fais passer, j'attends une réaction. Bah finalement, la communauté, c'est du bottom-up, donc c'est vraiment des remontées terrain, des besoins réels observés au service desquels va être mise la communauté ou une partie de l'animation de la communauté. Et donc, on est vraiment beaucoup plus dans une dynamique de co-construction, de co-création, d'intelligence collective, que de finalement de stratégie très figée et décidée en vase clos, un peu dans une tour d'ivoire par l'entreprise ou l'entité qui initie. Bah, merci beaucoup, docteur Morel. Je vais vous laisser la parole sur justement les fondements des communautés de pratique en santé. Merci beaucoup. J'avoue que quand j'ai lu le thème, je me suis dit, mais de quoi on parle? Est-ce que je risque pas d'être hors sujet en intervenant? Et puis, en même temps, voilà, le sigle de la FCPTS, c'est Fédération des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, je me suis dit, quand même, il y a un petit indice, ça doit correspondre. Et Il y a puis, un petit lien. ouais, c'est ça. Ce que dit Noémie me rassure aussi, l'idée du bottom-up, là, c'est-à-dire de faire remonter les besoins. Et c'est vrai que c'est autant les besoins de la population pour nous que aussi les besoins des soignants. Et si pourtant il y a ces idées-là que c'est la prise en main par les institutions CPAM, ARS de la santé, on voit bien dans la vraie vie que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et même si on a une convention, on a un contrat avec nos financeurs, on réussit quand même à faire vivre nos projets et à faire ce bottom-up. Alors pourquoi est-ce qu'on y est arrivé dans la santé? C'est assez récent, en tout cas en soins primaires. C'est lié clairement à deux phénomènes. Un dont on parle beaucoup, c'est le problème de démographie. On parle beaucoup des déserts médicaux, mais il n'y a pas que des médecins. Et puis l'autre problème, et qui, à mon sens, est peut-être celui qui signe le plus le besoin qu'on a de vivre en communauté, c'est le fait que la santé est devenue un domaine, comme bien d'autres, mais en particulier très complexe. On ne devrait plus travailler de façon isolée. Hein, beaucoup de gens le disent, mais c'est vrai quand on l'a expérimenté, le fait de travailler maintenant en équipe, c'est une évidence, mais on ne devrait plus être capable de travailler de façon isolée si on veut apporter du soin à autrui. Euh, bon, pour autant, c'est pas la panacée, hein, mais on y travaille quand même. On vient quand même de loin. Hein. C'est vrai qu'il il y a encore quelques temps, les médecins étaient vraiment les sachants, le seul au pouvoir. J'ai souvenir, c'était il y a une quinzaine d'années d'une soirée que j'ai passée avec ma femme, médecin, et deux amis qui n'étaient pas médecins et qui nous ont dit à la fin de la soirée, ah, on pensait pas que vivre une soirée avec des médecins, c'était comme ça normal. Donc, c'est vrai que cette idée-là du médecin tout-puissant nous colle encore un petit peu à la peau. Mais aujourd'hui, force est de constater que le médecin, il peut plus travailler tout seul. Donc, c'est de là que viennent les communautés. Alors, c'est quand même récent mondialement, ça date des années 2000. Avant ça, il y avait quand même les centres de santé, mais qui, eux, se sont construits sur les consultations de charité. Donc, voilà, c'est un exemple un peu particulier. Les centres de santé continuent d'exister, mais vraiment, la communauté en soins primaires, ça date des années 2000. Quand on compare ça à l'hôpital, qui date plutôt des années 50-60, c'est quand même un phénomène qui est très récent et c'est celui qui va répondre le plus, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, à ces problèmes de cohérence du système de santé, de mobilisation des ressources. C'est le système qui répond aussi le mieux, je pense, à l'implication des patients. On va peut-être en parler aussi tout au long du webinaire, mais comment faire intervenir le patient dans le soin. Je peux vous dire qu'en soins primaires, on en a très très peur de ces fameux patients et il y a des barrières, pour pas dire des murailles à faire tomber pour faire entrer le patient dans nos organisations, mais ça commence à venir réellement. On parle aussi d'harmonisation des pratiques. Alors ça, c'est un sujet quand même un petit peu sensible en ce moment parce que il y a la fameuse evidence-based medicine
C'est ce qui doit nous tenir quand même pour faire un soin scientifiquement prouvé, un soin sérieux. Mais pour autant, de plus en plus de professionnels commencent à parler aussi de santé intégrative. Ne pas parler des ostéopathes, ne pas intégrer tous ces soins qui ne sont pas les soins forcément reconnus par l'evidence-based medicine, c'est occulter quand même tout un pan de la santé que les patients vont chercher quand nous, on n'est pas disponible. Et donc, ces dispositifs peuvent aussi réfléchir à l'intégration de ces autres soignants. Et puis, on a toutes ces coordinations. On parle beaucoup des dispositifs d'appui à la coordination avec les gestionnaires de cas complexes, des équipes de coordination. Les intégrer au sein des communautés, c'est quelque chose qui est aussi assez facile à faire. Pas facile, en tout cas, c'est possible de le faire. Et puis, les nouvelles technologies. Donc, il y a comme ça une base, on retrouve ça dans la littérature, la base des six questions à laquelle répondent les communautés de pratique en santé. Et effectivement, que ce soit les centres de santé, les maisons de santé ou les CPTS, on trouve des réponses pour apporter des solutions à ces six problèmes. Et récemment, il y en a un septième qui est venu se glisser dans nos pratiques, c'est la santé environnementale. Donc, on a aussi cette charge à prendre du côté des communautés et on commence à s'y intéresser de près à la Fédération nationale des CPTS. Ça va être le thème de nos futures journées au mois d'octobre, la santé environnementale. Alors, bon, on n'est pas dans le monde de oui-oui, hein, j'ai l'air de vous parler de tous les soignants en soins primaires. En vrai, on est allé, on va dire 25% à travailler en soins coordonnés en communauté, donc il reste à convaincre les 75% restants. Il y a du travail. Clairement, mais du coup, quand on parlera de votre exemple, je pense qu'on ira un peu plus en profondeur, notamment sur les cas effectivement de réussite, mais aussi les nombreux freins qui sont encore existants et difficiles à passer. Noémie, moi je trouvais ça intéressant de revenir un peu sur la question qui peut paraître un peu logique, mais pas tant que ça, du pourquoi, de pourquoi animer une communauté et je te laisse la main dessus. Vaste question. Mais du coup, il y a finalement autant de réponses à cette question que d'enjeux d'entreprise, d'entrepreneurs et de porteurs de projets de communauté. Ceci étant dit, pour la faire un peu plus courte, parce que sinon ça risque d'être long et on dépassera le timing, la communauté, c'est une belle manière aujourd'hui dans un monde extrêmement complexe et qui se complexifie de jour en jour, de remettre justement de la puissance dans le collectif et donc de s'appuyer sur une multitude de parties prenantes pour assurer le développement, la naissance, le développement, voire la pérennisation d'un projet ou d'une entreprise. Et de manière beaucoup plus collective, donc de manière beaucoup plus sécuritaire, finalement, la communauté aujourd'hui, on l'observe, constitue de plus en plus cette espèce de filet de sécurité des entreprises parce qu'elle est là pour les épauler, pour les soutenir en cas de difficulté ou en cas de campagne de sollicitation, lorsqu'il y a des enjeux de croissance, de viralité. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai en tête, par exemple, la communauté, je ne sais pas si elle vous parle, mais anciennement Time for the Planet, qui s'appelle maintenant Team for the Planet. Je vois hocher de la tête, qui est quand même extrêmement visible. Et justement, Team for the Planet, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un véhicule d'investissement qui est composé de plusieurs millions, je sais pas, c'est des millions, en tout cas des centaines de milliers d'actionnaires qui sont aussi membres de la communauté et qui visent à investir dans le développement de projets engagés dans une dynamique de développement durable. Et du coup, Team for the Planet s'est construit entièrement sur du bouche à oreille et la portée organique des membres de sa communauté qui sont activés de manière extrêmement fréquente et ponctuelle dans le cadre de campagnes dans lesquelles ils sont invités
à prendre la parole, faire la promotion de la communauté et de ses projets et essayer de recruter de nouveaux membres dans la communauté, donc de nouveaux actionnaires qui viennent financer les projets. Et par exemple, là, juste avant Noël, ils ont fait un challenge où ils se sont donné 5 jours pour lever plusieurs dizaines de millions auprès d'entreprises, défi qu'ils ont réussi à relever haut la main. Et l'année précédente, ils s'étaient donné 5 jours pour recruter, je crois, 30 000 nouveaux adhérents. Des choses qui, en fait, sont rendues possibles grâce à la communauté, mais bien évidemment aussi plein de leviers psychologiques et motivationnels sur lesquels on reviendra peut-être après. Mais ça, c'est un élément de réponse. Et de manière beaucoup plus pragmatique, s'appuyer sur une communauté pour répondre à un objectif, qu'il soit financier, gestionnel, de marque ou autre, ça permet un gain de ressources, qu'elles soient financières ou humaines, qui est assez conséquent. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur ces leviers psychologiques Ouais, carrément. Du coup, je suis désolée, quelqu'un qui s'incruste dans mon fond d'écran. Du coup, en ce qui concerne les leviers, alors bon, ça prend des chapitres et des chapitres dans le livre, donc je vais plutôt vous donner un peu, Christelle est d'accord, je vais vous donner un peu les grandes clés de lecture, mais la communauté, c'est quelque chose de profondément humain et à ce titre, même si aujourd'hui elle se fait une place dans les stratégies marketing et d'entreprise, il ne faut pas oublier que c'est avant tout de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie et qu'en fait, gérer, créer une communauté et lui donner de la vie et lui insuffler finalement une dynamique, c'est avant tout comprendre et gérer les dynamiques humaines du lien, de l'engagement, de la motivation. Et donc, du coup, créer une communauté, ça commence vraiment par se poser la question, qu'est-ce que les membres qui rejoignent cette communauté vont venir y chercher, qu'est-ce qu'ils y retrouvent? Et il y a plusieurs éléments qui vont inciter les gens à rejoindre une communauté. Il y en a plein, mais en général, on les catégorise en trois grandes classes, entre guillemets. La première, c'est les personnes qui veulent apprendre et se développer personnellement, professionnellement. Donc, il y a vraiment une dynamique de croissance personnelle ou professionnelle. Il y en a d'autres qui rejoignent des communautés pour partager des loisirs, des intérêts, et d'autres qui rejoignent des communautés pour s'engager dans une cause qui les touche, qui fait écho à leurs valeurs personnelles, qui leur permet finalement de trouver du sens dans leurs actions, dans leur travail, dans leur temps hors travail. Et ça, c'est des leviers extrêmement simples mais puissants à garder en tête parce qu'en fait, c'est en jouant sur un de ces leviers ou en tout cas en l'intégrant à la proposition de valeur et à finalement la raison d'être de la communauté qu'on va réussir à encourager les gens à la rejoindre puis à s'engager dedans. Mais ensuite, la notion d'engagement est un peu plus s'inscrit sur le long terme. C'est-à-dire, une fois qu'on a utilisé le levier de la motivation pour faire venir les gens dans la communauté, bah, il faut animer la communauté, il faut qu'elle vive, il faut que les gens aient envie de faire des choses, de prendre une place, de se créer leur rôle. Et pour ça, il y a plein d'autres techniques motivationnelles et psychologiques. Et il y en a une que je voulais vous partager aujourd'hui qui est super intéressante. C'est celle du biais d'engagement. C'est un biais humain profondément fondamental qu'on a depuis des temps immémoriaux. Je ne sais pas si cette formulation est correcte, tant pis, je passe dessus. Le biais d'engagement, en gros, a été théorisé par plusieurs penseurs et il consiste à dire que plus une personne s'engage vis-à-vis d'une marque ou d'une autre personne ou d'un projet, plus ce sera simple pour elle de continuer et de prolonger, voire d'approfondir son engagement. Quand on est engagé dans quelque chose, en fait, on a un peu horreur des choses faites pour rien, du gâchis, des choses profondément, enfin, ça vient de notre cerveau reptilien. Une fois qu'on s'est engagé dans quelque chose, on a beaucoup de mal à rétro-pédaler, voire à admettre l'échec, même dans les communautés, c'est pas forcément le cas, il n'y a pas d'échec, mais l'idée est que on a tellement envie de s'assurer, on est tellement dans un biais de confirmation et on veut s'assurer que ce qu'on fait, les décisions qu'on prend sont les bonnes, qu'on va continuer de façon toujours plus simple et plus engagée et plus profonde dans une voie précise. Et du coup, pour qu'une communauté vive, ce levier et ce biais d'engagement peut et doit être activé pour inciter les gens petit à petit, par des demandes d'abord très petites, puis de plus en plus conséquentes, de prendre une place de plus en plus importante dans la commune. Mais d'ailleurs, je vois la question et j'allais poser la même, donc ça tombe bien. Euh, Justement, souvent dans les communautés, quand on a engagé certains membres, en fait, au fur et à mesure, on se retrouve avec un noyau moteur, globalement 5 ou 6 personnes qui vont justement avoir cet engagement et être à fond. Mais comment derrière tu fais engager un peu plus les suiveurs?
Alors, c'est une vaste question, c'est une grosse problématique. al- Tout commence par accepter qu'en fait, il n'y aura jamais un taux d'engagement à 100% dans la communauté, bien évidemment. Là, je vois que vous êtes d'accord, Jean-François et Christelle. La communauté, c'est comme n'importe quel groupe avec ses dynamiques humaines. Il y a toujours des gens qui sont plus motivés, plus chauds que d'autres. Et du coup, il faut tout simplement essayer de trouver un rôle adapté à chaque personne dans la communauté qui correspond à son niveau d'envie et d'implication, ses capacités aussi, le temps qu'il ou elle a à allouer à la communauté. Et l'idée, c'est de valoriser chacun des rôles, même si certains sont beaucoup plus profondément engagés vis-à-vis de la communauté que d'autres. Il y a également une notion de timing. La vie veut que parfois des gens ont des sujets qui les empêchent de donner autant de temps qu'ils aimeraient donner à la communauté. C'est aussi quelque chose avec lequel il faut composer. L'idée est vraiment, en fait, de plutôt que de se dire je veux absolument maximiser l'engagement, d'apprendre à valoriser les engagements qui existent pour les encourager, pour leur donner encore plus d'ampleur, plus d'amplitude au sein de la communauté et pour peut-être déclencher des envies de la part des gens qui sont un peu plus stalkers ou un peu plus discrets de se dire ah oui mais du coup c'est cool machin a fait ça ah trop bien son post a été relayé au niveau national sur LinkedIn, j'en sais rien, enfin je dis n'importe quoi, mais l'idée c'est plus d'être dans une dynamique positive, d'embarquer les autres par l'exemple plutôt que se dire je vais aller pousser les gens, leur dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, parce que en fait c'est assez risqué et ça risque généralement de braquer les gens. Super intéressant. Merci pour les éléments de réponse. Pas de souci. Alors, du coup, dans la deuxième partie, je vois qu'on est génial en termes de timing. Merci. Parce que du coup, on voulait vraiment passer du temps aussi sur des exemples concrets de ce qui se passe. Et dans le monde de la santé rempli de silos, il y a vraiment une distinction entre l'hôpital et la ville. On espère réduire de plus en plus, mais on peut pas nier qu'elle est très existante. Et donc, en fait, on voulait vraiment voir quel était le pouvoir des communautés pour la ville au travers des cas des CPTS et ensuite pour les établissements de santé. Du coup, la ville est un peu plus en avance dessus. Et docteur Morel, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur les exemples de CPTS où vous avez vu des vrais exemples de réussite et justement comment la communauté a amené ce pouvoir de remettre, de remettre la puissance du collectif. J'ai adoré l'expression de Noémie au centre. Et si vous pouvez aussi nous partager les freins, enfin bref, vous nous raconter un peu votre quotidien au final. Mon quotidien, oh là là, ma pauvre. Euh, je vais commencer par les échecs. Récemment, là, on a eu, alors, je crois, 2 ou 3 CPTS qui ont fermé leurs portes, qui ont mis la clé sous la porte. Et on le connaissait aussi, ce phénomène, du côté des maisons de santé. C'est difficile, en fait. C'est s'attaquer à une montagne que de créer une communauté, euh, particulièrement de libéraux, je dirais. Parce que c'est vrai que ces communautés s'adressent en premier à des professionnels qui sont installés dans le monde libéral. Et je pense que le point commun de tous les libéraux, c'est l'envie d'être son propre patron, de ne pas avoir de hiérarchie, de ne pas avoir d'autres obligations que celle de se lever le matin et d'aller soigner ses patients. Bon, en vrai, quand même, comme je le disais tout à l'heure, il y a besoin de travailler en équipe. Donc, euh, de force, on est amené à créer autour de soi un réseau. Alors, bien souvent, en fait, jusqu'ici, il était informel. Et puis, on créait son réseau. Moi, on m'a dit, quand tu t'installes, faut que tu crées ton réseau. Alors, en plus, j'ai fait mes études même pas dans la même région que celle où je me suis installé. Donc, c'était pas facile. Ça m'a pris à peu près 5 ans pour créer mon réseau autour de ma pratique monoprofessionnelle. Et tant mieux pour moi, au bout de 5 ans est arrivée la maison de santé. Et là, la maison de santé, c'est un réseau qui se met naturellement en place. Donc voilà, cette idée d'équipe-là, elle vient résoudre ce problème du réseau qu'on met en place de façon personnelle et isolée. Mais il y a des difficultés. Quand on est en équipe, il faut s'entendre.
il y a des conflits, il faut gérer les conflits. Et puis, on entend aussi beaucoup de choses de l'extérieur. On est dans la politique de santé, et il y a deux mots dans la politique de santé, et un des deux, c'est la politique. Et on entend quand même beaucoup, beaucoup de détracteurs. Je peux vous dire qu'en ce moment, ils se frottent les mains quand ils entendent que des CPTS mettent la clé sous la porte. Et on voit sur les réseaux apparaître toute une communication. Sur les réseaux des médecins, il y a eu un syndicat là, qui a émergé après la crise Covid et qui a tapé à boulet rouge sur les CPTS. C'est difficile d'aller contre cette information négative, bourrée de fake, mais qui quand même vient jusqu'aux oreilles des soignants et qui, comme je vous le disais, n'ont pas envie forcément de sortir de leur fonctionnement libéral. Donc, il faut être un petit peu perché, il faut être un petit peu habité, je dirais, habité d'une vision. Et c'est ce qu'on retrouve comme effectivement point commun des leaders, des meneurs de projets. C'est cette vision qu'on a tous de ce que doit être la santé en soins premiers là dans les années qui viennent. Même si c'est possible, si c'était dès maintenant, ce serait super. Mais c'est vrai que je vous parlais des soucis qu'on a à résoudre, des questions qu'il faut aborder. On ne peut plus les aborder de façon isolée, monoprofessionnelle, même en cabinet de groupe. Donc il faut faire communauté, il faut faire équipe. Donc voilà, la maison de santé, c'est le premier niveau, je dirais, avec un projet, une équipe, des patients, des patientèles. Et puis le deuxième niveau, c'est la CPTS. Et là, la CPTS, c'est une population, une responsabilité populationnelle et l'engagement à résoudre des problèmes de santé. Autant dans la maison de santé, on n'est plus dans le soin, même si on commence à toucher un petit peu à la santé, mais autant dans la CPTS, là pour le coup, on prend la dimension santé avec des mots comme exposome qu'on découvre, indicateur de santé, déterminant de santé. J'avoue que j'étais pas très bon élève en santé publique à la fac, donc maintenant je me rattrape un petit peu. Et effectivement, animer cette communauté, c'est quelque chose. Noémie, là, ce que j'entendais, c'est vraiment, vraiment mon quotidien, d'essayer de motiver les gens à venir travailler, de ne pas être négatif quand les gens ne viennent pas, de positiver toutes les interventions, de dire vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps que vous avez. Si vous ne participez pas à tous les groupes, on fera des rappels en début de réunion de ce qui a été fait à la précédente. Voilà. Et puis c'est tous les outils aussi qu'on utilise, les outils de communauté intranet, les logiciels de partage. Ça, c'est des outils qui sont quand même très facilitants pour mettre en place nos projets. Donc, une fois qu'on a tout ça et puis qu'on est parti, comme je le suis là sur un territoire de 60 000 habitants, avec 6 maisons de santé, 2 équipes de soins primaires plus petites et des gens un peu motivés, même si de temps en temps il y a des difficultés, il peut y avoir des conflits, eh bien on réussit à aborder ces problématiques d'accès à la santé, de gestion des urgences en journée. On réussit aussi à créer des parcours et des outils. On a des outils de communication comme un petit peu le WhatsApp sécurisé qu'on utilise, qu'on met en place pour faciliter les échanges entre les professionnels. Et puis, une mission qui est fondamentale, je crois aussi, dans la communauté de santé, c'est la représentation. On s'est rendu compte assez rapidement que finalement, la communauté dont je vous parle, c'est 260 professionnels de santé libéraux. Donc, imaginez bien que si l'hôpital veut nous parler et veut créer un projet avec nous, s'il faut qu'il s'adresse à 260 professionnels, ben non, il ne le fait pas. Par contre, quand on représente les 260, et puis qu'à côté, sur le territoire, il y en a 10 autres qui représentent aussi ces professionnels et 60 000 habitants, eh bien là, ça facilite les échanges. La représentation, elle devient possible et on est très attendu, effectivement. Hein, c'est ce que je n'arrête pas de véhiculer. C'est peut-être une valeur, hein, mais de dire aux professionnels de santé, mais vous avez une expertise, vous avez une pratique qui est un trésor, et puis vous le gardez pour vous. Mais non,
il faut la porter au service de la communauté. Il faut vous mettre en responsabilité, mais au service de la communauté. Il faut aller travailler avec nos partenaires qui ont une dimension soit de communauté de communes, soit de pays, soit départementale, soit même régionale. Et là, pour ça, on a besoin d'être fédéré. Donc ça, c'est un message qui passe bien pour donner de la valeur, pour donner du sens à ce qu'on fait. Et ça, c'est une de nos réussites dans les CPTS, c'est de pouvoir être là où on nous attend, là, dans les réunions d'où nous étions absents toutes ces années avant. Et on entendait régulièrement dire, bah oui, on aimerait bien travailler avec les médecins, mais quand on les invite, ils viennent pas, ils sont pas là. Donc maintenant, on est là. Ça y est, on est arrivé. Vous inquiétez pas. Et même parfois, on va être un petit peu, comment on va dire, énervant, mais c'est pas grave, on assume. Merci beaucoup, c'est super intéressant. J'ai forcément la question de. Alors, il y a deux questions. La mienne et je vais poser l'autre question. C'est qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui quand dans les CPTS on va, enfin, il y a une proposition. Enfin, pardon, je recommence. J'ai trop d'idées qui arrivent quand C'est je vous écoute. difficile. Hein. Ouais, parce que du coup, ça amène plein d'interrogations. Mais du coup, globalement, en fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que ce qui ressort de ce que vous dites, c'est aujourd'hui, quelque part, les CPTS qui fonctionnent, c'est aussi celles qui ont une proposition de valeur qui est très claire. Euh, après, bah, il y a différentes interrogations. Donc, je vais poser la question qui est posée dans le chat. C'est quelle est l'implication que vous voyez donner aux patients dans des CPTS, donc pas forcément que la vôtre, mais est-ce que vous voyez le patient de plus en plus impliqué dans les CPTS? Est-ce que vous l'avez fait dans la vôtre? Oui, je l'ai fait dans la mienne par la petite porte. Je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai la particularité d'accompagner des étudiants dans le cadre de leur thèse. Et j'ai accompagné une interne dans une thèse qui s'intitulait L'implication des usagers dans les maisons de santé. Le maître mot, c'était la peur. Voilà. Les professionnels de santé libéraux ont peur d'impliquer les usagers dans leurs projets. Pourtant, voilà, on est dans une région où il y a beaucoup de maisons de santé, où c'est des maisons de santé qui mettent en place leurs projets. Donc, c'est pas des maisons de santé de bout des dents. Hein. C'est vraiment, ils y vont, ils font des programmes d'éducation thérapeutique, ils abordent les sujets des usagers, ils essayent d'impliquer les usagers. Mais alors, quand il s'agit de faire rentrer l'usager dans notre projet, de lui poser la question de qu'est-ce qu'il pense de ce qu'on fait, là, pour le coup, c'est difficile. Donc, chez nous, on n'est pas différent des autres. Hein, on a fait un petit sondage. C'était non. Voilà, pas d'usagers dans la maison de santé, pas d'usagers dans la CPTS. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un questionnaire et puis on a posé un questionnaire auprès des usagers et on a posé aux usagers à qui on remettait le questionnaire. Attention, ça veut dire qu'on les a sélectionnés. La question de est-ce que vous êtes d'accord pour venir travailler avec nous? Et donc, par ce petit mécanisme, on a réussi à faire en sorte que, à la fois, les professionnels sélectionnent eux-mêmes les usagers qui voulaient bien voir venir travailler avec nous, et puis en même temps, des usagers qui étaient d'accord pour s'impliquer. On a créé des groupes comme ça, des petits groupes d'une dizaine d'usagers, et puis voilà, on commence à faire connaissance, à les interroger sur ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de s'impliquer, comment ils ont envie de faire évoluer l'offre. Enfin voilà, et petit à petit, on vient à travailler ensemble. Donc oui, ça se fait. La Fédération des maisons de santé a beaucoup travaillé dessus. France Asso Santé a même créé un guide pour l'implication des usagers dans les CPTS, a créé un guide complémentaire avec la Fédération Avec Santé des maisons de santé. Donc, c'est vraiment un sujet qui gonfle de plus en plus. On ne va pas reculer maintenant. C'est parti. On est tenu de le faire et c'est tant mieux. Maintenant, voilà, depuis quelques années, on parle de la révolution en soins primaires. Au sein de la révolution, ça s'en est une petite, ça. Merci. Et du coup, bah, l'autre question, c'est que là, aujourd'hui, bah, techniquement, le pouvoir de la communauté dans la pratique de ville, c'est vraiment bah, de pouvoir créer des nouveaux parcours, de remettre le collectif au centre
et de donner, enfin dans un objectif de répondre mieux aux besoins d'accès aux soins, mais aussi de représentation. Et donc ce que vous avez dit sur justement ce rôle de représentation, quand aujourd'hui vous êtes en lien avec des établissements, on voit que c'est ce qui vous permet d'améliorer la collaboration justement avec ces établissements, mais souvent eux arrivent aussi avec des process, parce que mine de rien, dans un établissement, on travaille beaucoup plus depuis plus longtemps, de manière pluriprofessionnelle. Quelle est la réaction des professionnels de ville quand on leur demande de mettre en place ces process au sein des CPTS? Je pense notamment à tout ce qui peut être démarche qualité. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà fait ou pas forcément, ou voilà, quels sont les freins à ça? Une des qualités qu'on retrouve du côté des dirigeants de ces structures que sont les CPTS, les maisons de santé, c'est la qualité d'être un marginal séquent. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais c'est celui qui va réussir à être à la fois impliqué dans différents dispositifs et puis de les mettre en relation et de faire la traduction. Je dirais, le mot, c'est vraiment la traduction des dispositifs, des langages des différents dispositifs pour qu'ils puissent entrer en communication. La dernière fois que j'ai travaillé avec un centre hospitalier, c'était le centre hospitalier de santé mentale de Angers, qui voulait mettre en place une équipe de coordination au sein de notre CPTS pour faire le lien entre la pédopsychiatrie et les professionnels libéraux. Et c'était drôle parce que c'était pas la première fois que je le vivais, mais comme toujours, on a commencé la réunion et comme toujours, les hospitaliers ont voulu nous expliquer de façon très professorale comment ça allait se passer. Et on leur a, voilà, on a écouté, on leur a traduit un petit peu leur process en termes de soins premiers. On leur a expliqué que on les avait pas attendus pour travailler. On leur a expliqué qu'on avait déjà effectivement nous aussi expérimenté ce genre de dispositif. On leur a expliqué que tel process allait bien coller avec la pratique libérale, et puis tel autre, c'était pas possible. On n'a pas les mêmes façons de travailler, on n'a pas les mêmes exigences, on n'a pas le même personnel, on n'a pas les mêmes capacités. Donc il y a tout ce travail de traduction qui est fait d'abord au sommet, on va dire, hein, dans les groupes de travail, et puis ensuite, quand on réussit à arriver à un consensus, eh bien, la traduction fait que les processus vont être bien accueillis par les gens de la communauté. Alors, dans les maisons de santé, c'est un tiers de dirigeants, un tiers de suiveurs, un tiers d'opposants. Dans les CPTS, c'est pas tout à fait les mêmes, les mêmes proportions. On a beaucoup plus d'opposants et de suiveurs et beaucoup moins de meneurs. Mais c'est pas grave, ça peut fonctionner quand même. Et ça fonctionne d'autant mieux quand on a aussi un certain nombre d'outils, un certain nombre d'améliorations de pratiques quotidiennes. Alors, faut pas dire amélioration parce que qui dit amélioration dit qu'avant c'était moins bien. Donc, on dit pas amélioration, mais de nouveaux outils à proposer. Et effectivement, là, ça va aussi donner du sens et de la valeur à la communauté qui va pouvoir aider un peu mieux les professionnels à vivre leur vie quotidienne sans pour autant leur demander trop d'implication, trop de temps à passer. Voilà, faut simplifier, il faut énormément simplifier les process pour que les libéraux s'en emparent. Donc, il y a à la fois un travail de traduction et aussi un travail d'énorme simplification parce que la consultation de médecine générale, c'est un quart d'heure. En un quart d'heure, il faut que le clic il soit efficace. Donc, ça va vite. Merci beaucoup. Je pense que vos paroles doivent résonner très fort dans la tête de Christelle Galvez, à qui je vais justement laisser la parole maintenant, qui du coup va nous raconter la jeunesse de son projet qu'elle porte, donc la première communauté de cancérologie en France. Ouais, merci beaucoup. Vraiment, c'était passionnant d'écouter Noémie et Jean-François. Ça tire le fil de pourquoi je me lève tous les jours en ce moment, depuis quelques années. Et puis, je vois que dans les présents, il y a aussi des personnes qui font partie de notre communauté. Donc, je suis super contente de voir Pauline, Jocelyne. Enfin, merci à vous tous d'être là parce que ça fait plaisir aussi de vous retrouver ici et de voir que c'est un concernement pour vous. En fait, l'idée de cette communauté, elle est venue
pas vraiment de manière très naturelle. Elle est d'abord venue d'une envie de faire équipe depuis tout le temps. Moi, je suis soignante, je suis aide-soignante, infirmière, manager. Si je fais manager aujourd'hui, c'est vraiment parce que je voudrais faire en sorte que de travailler le mieux possible avec faire en sorte que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions. Alors, c'est de constater que l'hôpital, c'est pas non plus les meilleures conditions, mais je crois que n'importe quel endroit n'est pas les meilleures conditions, mais les meilleures conditions, c'est quand on sent qu'on on appartient à une équipe et qu'on peut déplacer des montagnes dans ce cas-là, et que effectivement, je rejoins les mots de Jean-François qui parle de trésor, de ce que l'on sait faire. Une expertise, c'est que chacun a un bout du trésor et un bout de la vérité à partager, et qu'on est concerné aussi ensemble par la santé, et c'est vraiment la santé des Français, la santé des patients et des citoyens sur notre territoire. Et ça nous rassemble. Rien que ça, déjà, si on a fait des études pour être soignant, c'est qu'il y a quelque chose qui nous anime au fond de nous. Une fois que j'ai dit ça, je donne le contexte dans lequel je travaille. Je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, et forcément, tous les jours, quand je sors de mon bureau, je rencontre des patients. Je suis vraiment dans le cœur même du réacteur, dans les consultations, dans les endroits qui me touche personnellement, puisque je trouve qu'il y a de la vie, il y a de la vie et il y a beaucoup d'envie aussi. Et quand je parle avec eux, parce que ça a été peut-être aussi le sujet déclencheur, c'est que je voulais me connecter vraiment à pour qui on travaille, et que parfois quand je suis directrice des soins, c'est un peu stratosphérique, on pourrait me cantonner à des plannings, à justement gestion des équipes, gestion des conflits, etc. Et de temps en temps revenir à la base, et surtout sentir pourquoi on se lève le matin, c'est parler avec les patients. Puis les patients m'ont beaucoup dit, l'hôpital, c'est peut-être que 5% de notre temps dans notre maladie. Vous nous coucounez, vous nous mettez dans un chemin de prise en charge, mais une fois qu'on en sort, une fois qu'on est on est calé dans le temps, on nous donne des timings, et notre emploi du temps est revisité complètement. Mais une fois qu'on en sort, ou en tout cas qu'on est dans l'entre-deux, c'est-à-dire à la maison, on a cette impression de qui c'est qui va s'occuper de nous. On est vraiment cette bulle-là, et en plus, on a l'impression que vous ne faites pas le lien entre la ville et l'hôpital, puisque vous nous donnez ça de papier, et vous nous dites, vous donnerez ça à votre infirmière, ça à votre... Et on est un transmetteur d'informations, et ça, c'est une charge. Et ça, c'est une énorme charge. En plus, pas parce que je veux pas le faire, parce que ça me concerne, c'est ma santé, mais j'ai l'impression de pas être capable de faire, et peut-être de mal transmettre l'information. Et que c'est une charge mentale, en plus de tout ce que j'ai à gérer. Et j'aimerais que vous puissiez soulager ça. Et une fois on s'est mis là-dessus, forcément, je me suis dit, mais comment faire? Le Covid est passé par là en nous montrant à quel point un patient qui a une prise en charge dans le cadre d'un cancer, malheureusement, il peut aussi attraper le Covid. Et que c'est très anxiogène de venir à l'hôpital, en plus dans un endroit où parfois on va concentrer le risque d'attraper le Covid. Et donc, il a fallu qu'on mette en place énormément de moyens de répondre aux patients qui étaient à domicile. Et là, on a vu des infirmiers libéraux, et c'était qui ont répondu en disant, mais nous, venez nous former, nous, on veut maintenir les patients à domicile, on est capable de le faire, mais on ne sait pas comment faire, parce que les informations viennent très souvent à l'hôpital directement par plein de newsletters, plein d'informations. Puis on a l'habitude de gérer en équipe avec plein d'acteurs. Et là, d'un seul coup, me déplacer, aller voir les infirmiers dans les gymnases. J'ai vu aussi des pratiques qui étaient complexes, parce qu'on savait pas comment rentrer à la maison, est-ce qu'il fallait se doucher, est-ce qu'il fallait rester et puis parfois même les infirmiers dans la même chambre avec leur famille, et donc là on a mis en place des webinaires, et d'un seul coup j'ai eu une centaine de professionnels qui sont connectés aux webinaires pour parler du cancer et Covid, et comment faire face à tout ça, et quelles sont les connaissances. Et là j'ai vu qu'il y avait un besoin de se connecter en partageant des connaissances, et de là est partie l'idée de ok, on va faire équipe. Comment faire équipe? On a questionné, on a fait plus de 1000 questions, 1000 questionnaires. Les soignants ont vraiment répondu de manière intensive, et les patients aussi, puisqu'on a questionné les patients, les soignants dedans, les soignants dehors, à peu près tout le monde. Et tout le monde était formel. Il y a besoin de faire équipe. Donc, on s'est lancé dans l'idée de déjà reconnaître les professionnels de ville, les infirmiers libéraux comme des acteurs clés. Et on a travaillé autour d'un label, mais c'était pas la réponse ultime. Effectivement, bien sûr, reconnaître, labelliser, accompagner, professionnaliser et donner de la connaissance. Mais la question numéro 1, le besoin numéro 1, bien sûr, la peur, bien entendu, Jean-François, de qu'est-ce qu'on va faire si on se met tous ensemble. Mais avant tout, c'était briser la solitude.
Même si on fait partie face au cancer, quand on est à la maison et qu'on va voir un patient, bah parfois il y a aussi ce manque, ce besoin d'être rassuré qu'on a un back-office, des gens qui peuvent nous renseigner, nous donner des infos, parce que les traitements évoluent énormément vite, les prises en charge, les nouveautés, les mots, les médicaments sont stratosphériques ils commencent par MA et finissent par NIVU, finissent par MAB, on sait même pas si c'est de la chimio, de l'immuno, si c'est de l'endoscopie, enfin bon. Et donc, c'est lancé l'idée de faire une communauté pour rassembler tout ce petit monde. Et donc, écoutez, on a de la chance. Pas pour, bon, j'ai rencontré Stéphanie. Forcément, ça a fait aussi m'a donné des idées puisqu'elle avait une plateforme. Moi, j'avais la vision de rassembler. Et puis nous deux et l'Unicancer, c'est la Fédération des centres de lutte contre le cancer, s'est lancée dans la création de cette première communauté. Et donc, on a identifié des besoins. Alors maintenant, j'aurais lu ton livre avant, Noémie, j'aurais sûrement fait autrement, mais ça va. On travaille à le lire et à l'apprendre. Et puis, on voit bien qu'il y a des animateurs de communauté, il y a des membres de partout, que ce soit de toute la France, mais on est juste sur la partie bêta-testeur. Il y a des médecins, des infirmiers, des anesthésistes, mais aussi des oncothérapeutes. Et puis, on travaille sur des ressources parce que l'idée, c'était de se dire de quoi vous avez besoin et on va y répondre. Forcément, on fait des webinaires, mais des rendez-vous réguliers, mais aussi des ressources possibles et accessibles et avec des événements et aussi pas forcément des échanges. Et c'est un plaisir parce que je vois qu'il y a Jocelyne Bonnet qui est là et Jocelyne, c'est une infirmière libérale qui participe largement à répondre à plein de questions que beaucoup de gens se posent. Il y a des infirmiers aussi qui partagent des informations, des podcasts qui existent, qui peuvent être diffusés et c'est vraiment un plaisir de voir cette communauté vivre et de se développer. Maintenant, tout l'enjeu, c'est justement de le partager. On a fait 2 régions, test, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie. On va le partager plus largement maintenant à ces 2 régions, parce qu'on a fait juste d'abord des bêta-testeurs, parce qu'on avait vraiment besoin de cette feedback. Et en très peu de temps, on a eu, de ce fait, vous voyez, 250 personnes sans faire une grande campagne de communication. Et là, l'idée, maintenant, on a les 3 régions, les 3 grosses régions de PACA, Occitanie, Aquitaine, qui nous rejoint en 2024. Et donc, ça va nous amener à aussi nous structurer et se dire sûrement comment faire, comment être garder cet élan, mais en n'étant pas sur cette posture descendante justement, mais d'être laisser la place, reconnaître les ambassadeurs, reconnaître les infirmiers qui interagissent, les médecins, l'ensemble des talents, et puis pas forcément juste parce qu'ils sont infirmiers ou qu'ils sont médecins, mais parce qu'aussi ils ont des envies de participation, ils s'y reconnaissent, ils ont des talents et ils ont envie de participer. Voilà. Affaire à suivre, on va dire. Merci Christelle pour le partage. Et donc, même question. Quels ont été pour toi les plus grands freins rencontrés quand tu as créé cette communauté et aussi les succès qui te viennent en tête? Je pense que le frein, c'est moi-même. D'abord, c'est pourquoi je fais ça en fait. Est-ce que ça va me prendre du temps en plus de mon job? Pourquoi je fais ça? J'ai déjà suffisamment de professionnels dans mon hôpital. Qui sont tous ces gens que je connais même pas? Ils vont m'envoyer bouler. Quelle est ma légitimité? Euh, euh, et en plus, une communauté, il y a des CPTS, ils sont des communautés. Qu'est-ce que je viens rajouter? Est-ce que c'est un... Ouais, non, mais t'inquiète, Jean-François, je sais, quand je t'ai entendu, je me suis dit, tiens, mais comment je fais équipe avec vous, quoi? Et donc, je pense que le plus grand frein, c'est mon énergie vitale. Et déjà, ne pas me perdre là-dedans en disant que je me sens la super responsable de ce truc-là. Non. Et lâcher la responsabilité, lâcher et découvrir le talent, les précieux talents qu'il y a sur les territoires, la richesse qu'il y a dans les interactions. Et donc ça, c'est forcément le deuxième point fort, c'est la qualité des échanges, quoi. C'est improbable. Ce qu'on nous renvoie, c'est inimaginable. Vraiment, je pense que si je partage 2 témoignages que j'ai eus, c'est déjà en 15 jours, on avait 74 soignants déjà des centres, parce que moi, c'était ma peur, c'était est-ce que les soignants de l'intérieur de l'hôpital ont envie de rencontrer les autres? Parce que là, Jean-François, tu parlais de rencontrer les patients. Et j'ai envie de te dire, ils ont peur de vous rencontrer aussi. Qui sont-ils? C'est un peu le film, je fais que de dire ça, La Communauté des Anneaux. C'est quand même
Gollum et compagnie, enfin, qui sont-ils tous ces gens-là, les elfes et compagnie? Non, en fait, c'est deux contrées, c'est des mondes différents. Et donc, le fait que les soignants de dedans et les soignants de dehors s'inscrivent en très peu de temps, et vraiment, on avait un objectif de 200 et on a été très vite dépassé, enfin pas dépassé vraiment. Et puis, l'autre chose, Jocelyne est là, alors ça me fait plaisir de voir qu'elle est là, mais elle nous a mis un mot tellement agréable et je pense que ça a été un des vecteurs. Elle m'a dit, j'ai une longue carrière depuis 93, je travaille en oncologie, j'ai eu une carrière à Marseille. C'est un deuil à Noémie. Et puis en 2003, depuis 2003 en libéral, j'accompagne avec la même passion les patients d'oncologie. J'ai plusieurs diplômes. J'ai créé en 2020 avec mon équipe une association d'aide et de soutien aux patients, leurs aidants et leurs soignants. Je suis très, très heureuse de faire partie de cette communauté. J'en suis sûre qu'il nous rendra encore plus fortes. Comme dirait Pierre Foucault, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et rien que ça, voilà, ça m'a fait mes 2 prochaines années. Merci, Jocelyne. Est-ce que justement la création de cette communauté, tu ressens qu'elle est déjà en train de solutionner des problématiques, des petites problématiques comme des grandes. Là, avec bon, c'est assez court au final son existence, mais je sais que globalement dans les communautés, on se rend compte très vite quand on met les membres ensemble et justement qu'il n'y a pas cette communication que descendante, mais aussi bottom-up. Qu'en fait, il y a plein de problèmes qui sont que des petits problèmes de communication et pas des énormes blocages. Globalement, souvent, c'est juste des personnes qui se sont pas parlé. Ouais, exactement. Alors, est-ce que tout de suite, je te dirais un petit problème? En fait, c'est des trucs tout simples. Les prescriptions sur les voies veineuses centrales, tu vois, les PICC lines ou les porte à 4. Dans un webinaire, on s'est dit, tiens, faut qu'on parle de ça. On sent bien que c'est un sujet entre la vie et l'hôpital, parce que le patient, c'est lui qui le porte, mais il va pas faire son pansement tout seul, et il va voir la manière dont l'hôpital le fait. Il va lui dire une certaine manière en disant, faites très attention. Et puis, quand il va arriver à domicile, l'infirmière va le faire complètement autrement, mais elle fait sûrement très attention, mais elle le fait complètement différemment. Et donc, le fait de vouloir faire un webinaire sur ce sujet, ça a été hyper fort parce que tout de suite, il y a une infirmière qui dit, mais c'est sympa, mais vos prescriptions sur vos prescriptions, il manque ça. Et ça, en fait, ça me pourrit ma vie. Et c'est toutes les semaines, 30 minutes que je cours après votre secrétariat pour qu'elle rajoute ça. Si vous pouviez le rajouter tout de suite. Et le médecin, il fait, mais c'est super simple pour moi, je le mets dans la baseline et dans 2 secondes, ce sera pas de problème. Et en fait, en un clic, l'infirmière libérale qui galérait depuis 30 minutes, tous les jours, 30 minutes pour trouver son prescription, ça allait mieux. Donc, c'était juste le fait de se connecter, c'est des trucs tout simples. Et puis, le fait de mettre des petits QR codes pour se connecter à la communauté. Tu as une question, tu peux le poser. Voilà, c'est très simple. Voilà. Effectivement. Jean-François, je crois que vous avez envie de réagir à ça. Il n'y a pas de petit problème de communication. En fait, la communication, c'est la base de tout. On le sait bien. Au quotidien, on ne fait que ça. Et ce que moi, j'ai toujours constaté, j'ai accompagné, je sais pas, j'ai dû accompagner une trentaine de maisons de santé et de CPTS. Et à chaque fois, j'ai vu apparaître l'esprit de l'équipe au moment où, alors à la première réunion, on est là tous bien tenus, bien assis, on se dit bonjour en se serrant la main. Et puis, à un moment donné, il y a ce déclic. Et je pense que c'est ce que tu vis, Christelle, dans la communauté. C'est le déclic où on voit que ça y est, il y a l'esprit qui arrive, l'esprit de communication, l'esprit d'équipe. C'est comme on commence à se faire la bise, on commence à se tutoyer, on commence à faire équipe. Et ça, mais on peut faire des staffs, on peut faire des RCP, on peut faire des protocoles, on peut faire des parcours. Ça ne vaut rien à côté de se connaître, communiquer, échanger. Et ça, si on peut en créer partout, c'est comme ça que la santé s'améliorera. Ça, c'est sûr. Clairement. Mignon les gens Clairement, qui passent derrière Christelle, la tête baissée. Ouais, ça, la pauvre. Faites ce qu'on peut, c'est la vraie vie. Mais clairement, effectivement, merci pour le partage, parce que c'est vrai que je pense qu'on est tous les quatre passionnés de communauté parce que justement, on a vu ce déclic, on a vu cette magie-là, et en fait, se rendre compte que on est tous ultra heureux quand on fait partie d'une communauté, d'un réseau, parce que voilà, c'est le moment où on est moins seul,
où on peut aller plus loin dans des projets et puis du coup de se dire mais en fait les gens qui sont à côté de moi, qui travaillent à côté de moi sont vraiment sympas. Et ça change beaucoup. Alors, il est 13h30. J'ai normalement récupéré pas mal de questions au fur et à mesure. Donc, vous m'en voudrez pas si je les ai pas posées exactement comment elles m'ont été données, mais je pense que j'ai récupéré l'esprit. Si c'est pas le cas, mais remettez des questions dans la rubrique QR où j'ai vu que c'était surdiscuté. Donc, n'hésitez pas à le faire. En attendant, quand nous, on a envoyé les invitations sur ce premier événement autour des communautés, j'avais récolté des questions en amont et du coup, j'ai essayé de répondre par une slide donc sur les clés de la communauté pour animer une communauté de professionnels de santé parce que c'est la demande qui est assez récurrente au final. Comment on fait dans le quotidien, comment on fait concrètement, notamment pour démarrer et puis ensuite continuer. Du coup, juste pour pour vous répondre, alors déjà, en fait, sur Méridi de Santé, nous, on héberge des communautés de professionnels de santé. On en voit plusieurs. C'est des communautés, donc comme celle de Christelle, donc plutôt des communautés établissements, mais aussi des communautés de réseaux de soins, de structures de ville. Et donc, globalement, ce qu'on voit, les patterns sur chaque communauté, c'est vraiment de pouvoir fournir un lieu dédié pour échanger en toute confiance. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à créer le climat de on est entre nous. Et puis ensuite de proposer une animation donc qui va se décliner sur des événements, sur des thématiques diverses, des informations sur les derniers protocoles, des échanges pour faire évoluer les pratiques. Bon, j'ai pas dit améliorer, Jean-François, mais je pense que c'est malheureusement la même chose. Et donc globalement sur les trois points clés, donc si je peux les résumer vraiment en 5 minutes pour démarrer et aussi dans lancer les premiers temps, c'est vraiment déjà de choisir un animateur de communauté et d'avoir un animateur de communauté. Vraiment, c'est important parce que sans animateur, c'est compliqué. Votre animateur, c'est vraiment le garant de la dynamique de cette communauté. C'est le garant des premiers pas. Et pour vous donner un peu quelques qualités recherchées sur cet animateur, souvent, quelquefois, c'est un de vos membres. Ça peut être le coordinateur quand on parle d'une CPTS, ça peut être un soignant, ça peut ne pas l'être. Mais du coup, en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir déjà un temps dédié, que cette personne-là est un temps de travail libéré, dédié à cette animation. On se rend pas compte, on a toujours l'impression que c'est que des posts, de l'invitation à des événements, etc. En fait, ça prend toujours du temps. C'est aussi quelqu'un qui doit avoir vraiment l'envie, qui croit profondément en cette intelligence collective et qui aussi a des qualités d'observateur, la capacité à repérer les questions qui reviennent sans cesse, les demandes, les besoins. Qui est aussi capable d'insérer un climat de sécurité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour moi la base de tout. C'est ce entre nous, on peut parler en toute sécurité. Et également quelqu'un qui est capable d'encadrer des réunions et aussi d'être réactif. Typiquement, quand on est dans les débuts d'une communauté, on a souvent des choses qui vont pas fonctionner, des choses qui vont bien fonctionner, mais en tout cas vraiment de se dire ok bon bah ce parcours-là il fonctionne pas, ce groupe-là ça réagit pas, ok mais on va faire autrement, on va changer et on ajuste en permanence. Voilà pour quelques clés sur le choix de votre animateur de communauté. La deuxième clé, pour moi, c'est vraiment, enfin pour moi, mais aussi je pense et tout le monde, c'est vraiment apprendre à connaître ses membres. On l'a vu, on a écouté les orateurs, une communauté, c'est là pour l'entraide, pour améliorer des pratiques, pour améliorer une collaboration, mais c'est vraiment justement là pour faire équipe, retrouver du collectif
Et donc l'objectif dans la connaissance des membres, c'est déjà d'une base de savoir bien accueillir vos membres, qui est une étape qui soit vraiment qui soit vraiment consacrée à ça. C'est également de comprendre les besoins du quotidien sur chacun de vos membres, notamment donc dans les communautés professionnelles de santé. Ils ont tous des spécialités différentes, ils ont tous des modes d'exercice qui sont différents, des habitudes différentes. C'est vraiment de prendre le temps de poser ces questions, les besoins du quotidien, quels sont les objectifs et pourquoi est-ce qu'ils rejoignent votre communauté, pourquoi ils sont intéressés. C'est également de pouvoir identifier les membres moteurs qui vont justement être vos ambassadeurs plus tard. Et surtout de toujours poser des questions. Donc, on l'a vu à travers des sondages, mais aussi ça peut être, si vous avez des outils à travers les posts, d'avoir un endroit où les gens peuvent poser leurs questions. Et également, nous, on trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est super intéressant, c'est que quand on partage les initiatives des uns et des autres, on se rend compte justement que c'est aussi facilitateur pour ne pas avoir une communication que descendante, mais vraiment d'avoir une communication qui est circulaire. Et pour terminer, la troisième clé, c'est de créer des rituels et d'amener des rendez-vous réguliers. La récurrence, c'est vraiment la clé, c'est ce qui amène les habitudes. Donc du coup, créez-vous au tout début un calendrier avec des rendez-vous réguliers. Ça peut être par plusieurs canaux de communication différents, des newsletters, des événements physiques, des événements digitaux. Nous, on a constaté aussi que, par exemple, sur les événements physiques, au final, on a tous tendance à vouloir faire des gros événements de communauté, inviter tout le monde. Souvent, c'est les petits événements, quand on est 7 ou 8, qui vont permettre à vos membres d'apprendre à se connaître, à un peu libérer la parole, avoir des moments off. Et comme le disait Jean-François, ces moments, ils sont super importants. C'est ce qui est le ciment de votre communauté, parce que, en fait, vous allez avoir un membre qui va venir à un événement où il y aura eu 7-8 personnes, donc il va pouvoir faire connaissance. Un deuxième événement où il va y avoir 2 autres personnes. Je sais pas si vous êtes une communauté de 100, ça veut dire qu'il en a déjà rencontré 16. Et donc, c'est ce qui nous rend tous plus à l'aise de connaître, d'aller dans un endroit où on connaît quand même un peu de monde, et ce qui nous permet de plus en plus de vouloir s'engager dans des groupes de travail ou au sein de la communauté dans différents rôles. Le plus dur dans le début d'une communauté ou dans l'accueil des membres, c'est de briser la glace. Donc du coup, vous pouvez trouver des rituels qui permettent de briser la glace. Il y a plein de choses sur Internet, vous allez trouver aussi plein de techniques. Mais ça, c'est vraiment une étape souvent qu'on oublie et qui est pourtant essentielle pour que les gens se sentent bien à l'intérieur de votre communauté. Et également, je vais terminer par une redite, mais parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel. Quand vous postez des choses régulièrement, quand vous parlez régulièrement, n'oubliez surtout pas de poser des questions et surtout de répondre aux questions. Ça vous permet aussi de beaucoup observer et ajuster vos messages. Bonne Au journée à revoir. tous et à Merci très beaucoup. Ciao tout bientôt. le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir.